Salut les cinéphiles, bonjour à tous, bienvenue sur NRTV et dans Cinéma qui fait sa rentrée, son grand retour, toujours accompagné de la belle Pogno, mais aussi de mes beaux chroniqueurs. Salut Patrick. Ah, on est beau, mais après le chien en fait. Ouais, écoute, je suis désolé, c'est elle qu'on a vue en premier, il fallait le dire. Bon, ok. Ça va Patrick? Oui, ça va, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais. Tu sais, on va parler de chiens aujourd'hui, paraît-il. Hein, oui, ouais, absolument. De notre débat. Salut Thibaut Ducret, comment ça va? Ben ça va, je sais pas comment prendre le fait que tu me gardes pour la fin. Mais... le meilleur pour la fin. Ah bah ça pas pour moi quoi. Encore une fois, oh, c'est cool. Bon, ils sont en forme, hein, vous les voyez, hein, Thibaut et Patrick, pour débattre des films suivants. Alors, notre film du mois, on vous en avait déjà parlé très brièvement avant l'été, c'est Emilia Pérez, nouveau film de Jacques Audiard, multi-récompensé à Cannes, une comédie musicale sur un chef de cartel mexicain qui veut changer de sexe. Oui, c'est improbable, mais vous verrez ce qu'en pensent nos chroniqueurs. On parlera ensuite de Alien Romulus, 7e volet de la saga d'horreur SF la plus populaire du cinéma. C'était l'un des films de l'été et il est toujours en salle. Et on terminera avec un film local, Le procès du chien. Et oui, parce qu'il a été tourné en partie à Gimel et à Lausanne par l'actrice suisse Laetitia Dosch qui signe sa première réalisation et le film sera en salle le 11 septembre. Et bien sûr, il y aura l'agenda de Patrick, il y aura vos coups de cœur, messieurs. Et puis dans l'actualité, on rendra un petit hommage à Alain Delon. Mais on va commencer par aller au Mexique et par chanter Vaginoplastie tous ensemble. Regardez. Sanitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. En quoi puis-je vous aider, Seigneur Del Monte? Je veux être une femme. Je sais que je vais devoir laisser beaucoup de choses derrière moi. C'est le seul espoir que j'ai de pouvoir vivre ma vraie vie. Bonsoir. On se connaît, Madame l'avocate. C'est toi, Manitas. Voilà, Emilia Pérez par le réalisateur de Un prophète, de Deux rouillés d'os et de Dipan, qui a marqué Au fer rouge le dernier festival de Cannes avec ce film Emilia Pérez, puisque en plus du prix du jury, le casting féminin a été récompensé. Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon ont toutes les quatre remporté un prix d'interprétation féminine commun. Patrick, tu nous disais avant l'été, c'est un coup de cœur incroyable pour toi. Alors ça y est, tu peux te lâcher maintenant. Bon, tu peux crier ton amour pour le en plus, film. je l'ai revu 2 fois depuis déjà, et je pense que ça va vraiment être pour moi le film de l'année à mon avis, vraiment. Alors pourquoi? En fait, je trouve que l'histoire déjà est très audacieuse, très particulière. Le film va mélanger tellement de choses. Il va mélanger un drame un peu comme ça, un peu mélo à la telenovelas. Il va mélanger de la comédie musicale, une histoire de cartel avec des scènes un peu violentes parfois aussi, une histoire familiale très touchante. Et en fait, tout ça mis ensemble, en plus avec l'histoire du transgenre dans un milieu qui est assez particulier par rapport à cette chose-là. Tout est antinomique. Hein. Voilà, tout est antinomique et tout fonctionne absolument merveilleusement bien parce qu'en fait, il y a le génie d'Audiard et aussi sa liberté de ton et sa créativité sont au maximum, quoi. Et on va voir si Thibaut pense la même chose, parce que il faut le dire, c'est casse-gueule Thibaut quand même. Sur le papier, on se dit comment est-ce que ça peut marcher, comment est-ce que ça peut fonctionner. Alors est-ce que ça fonctionne pour toi? Ça fonctionne, ouais. J'ai quelques petites réserves par rapport à Patrick. Oh ça y est, il commence. Non mais il dit que Jacques Audiard est au maximum. Je trouve que sur la dernière partie, il se calme un peu. Et moi j'ai eu une micro-déception sur le fait que c'est un peu moins flamboyant et spectaculaire au niveau de la comédie musicale dans la dernière partie. Après c'est aussi cohérent par rapport à ce que raconte le récit à ce moment-là. Mais voilà, je trouve qu'il y a un pic qui est atteint et qu'après ça redescend un peu. Mais pour le reste, je rejoins ton enthousiasme. Je trouve que vraiment tout se mélange hyper bien, que ce soit dans la façon de mixer plusieurs styles musicaux très différents, ou aussi d'embrasser complètement vraiment cette histoire et tout ce que ça implique, avec ce milieu des cartels très viril, masculin et tout ce qu'on veut, avec cette idée justement d'un personnage qui veut passer de ce milieu-là à un autre milieu, et tout ce que ça va questionner par rapport au rapport à la violence, entre la masculinité et la féminité, etc. Et comment on peut ou non s'extirper de cette violence-là. Et je trouve très intelligent la façon dont il gère ça. Et en plus, le casting est vraiment formidable, impeccable à tout point de vue. Les trois actrices principaux. Et puis Carla Sofia Gascon, c'est vraiment un... Alors, c'est un rôle pour elle, certainement. Mais c'est aussi une révélation. Elle est super. Complètement. Et puis Selena Gomez et Zoé Saldana aussi. Mais un mot, Patrick, quand même. Moi, je trouve ce qui est
bouleversant dans le film, c'est l'aspect drame familial. Alors oui, il y a la flamboyance de la comédie musicale, il y a le côté aussi, il y a beaucoup d'humour dans la manière d'aborder les choses. Ouais, mais parfois de l'humour, parfois du drame, exact, ça dépend aussi. Mais le drame familial, de se rendre compte de quelles sont les conséquences pour cet homme qui veut changer de sexe et devenir une femme, quelles sont les conséquences sur sa vie, sur sa propre femme et sur ses enfants, ça c'est magnifique. C'est quelque chose, pendant le film, on a régulièrement des révélations, des surprises qui arrivent. Par exemple, il nous dit qu'il veut changer en femme, on ne sait pas qu'il a des enfants et on va le découvrir d'un coup et ça va créer une émotion. Et le film fonctionne tout le temps par des à-coups, que ça soit au niveau du scénario, des coups qui nous donnent émotionnels, que ça soit par rapport au scénario ou par rapport à la forme qui est utilisée. C'est aussi un film, moi, qui me bouleverse beaucoup parce qu'il n'y a pas que l'histoire de ce personnage-là, il y a l'histoire d'une avocate qui cherche un peu Zoé Saldana, qui cherche à créer sa vie, à être un peu respectée. Il y a aussi une femme il y a une histoire à un moment donné d'une association qui recherche les disparus qui ont été des victimes des cartels et que leur famille recherche. Oui, c'est juste. Et ça, c'est quelque chose de très bouleversant. Et en fait, pour moi, quelque chose qui traverse tout le film et qui est vraiment le côté bouleversant du film, c'est que tous les personnages sont en quête de dignité. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment me bouleverse à la vision du film tout le temps, quoi. Il y a une vraie intelligence, au-delà de l'aspect formel qui est vraiment ultra galvanisant, faut le dire. Il y a une vraie intelligence du propos aussi. C'est pas une opportunité de dire on va prendre ce sujet de société qui est très actuel, la transidentité, mais il en fait vraiment quelque chose d'intelligent et passionnant, hein, Thibaut. Oui, il en fait vraiment quelque chose et quelque chose de plus ambigu aussi que ce à quoi on pourrait s'attendre. Justement, le personnage finalement reste le même, que ce soit le chef de cartel du départ à Emilia Pérez telle qu'elle devient. Enfin, il y a des relents du passé, il n'y a pas une cassure nette. Et à ce point de vue-là, je trouve assez intelligent et assez subtil la façon dont c'est fait. Je pense qu'il faut encore vraiment dire quelque chose sur la musique, parce qu'il y a une façon d'intégrer les chansons. C'est pas vraiment une comédie musicale, par Camille et son compagnon. Et du coup, ça s'inscrit de manière incroyablement fluide et intelligente à l'intérieur du film. Bon, à vous entendre, messieurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Emilia Pérez, on y court. Oui, il faut y aller. En plus, depuis là, il est sorti, c'est moyen, un petit peu, il fait beau et tout, mais vraiment, allez voir ce film. Thibaut ? Oui, c'est une proposition comme on en voit rarement. Donc, en plus, une expérience unique. Et voilà, une expérience unique. Et puis même le meilleur film de l'année, nous dit Patrick. Très probablement. Pour l'instant, voilà. On va voir si c'est le cas du film prochain qui était très attendu. On retourne dans l'espace avec les xénomorphes et les aliens. Regardez. C'était quoi ça ? Bjorn ? Arrête de déconner, Bjorn, lève-toi! Je déconne pas, y'a un truc dans l'eau! Quoi? Quel truc? Je sais pas ce que c'est, y'a un truc dans l'eau, putain! Courez! Qu'est-ce que t'as? Voilà, 7 ans après Alien Covenant, les grosses bébêtes de l'espace sont de retour. Ridley Scott, papa du tout premier Alien en 1979, est à la production, mais a laissé la réalisation à l'Uruguayen Fede Alvarez, à qui l'on doit déjà les très bons Don't Breathe et le remake de Evil Dead. Alors l'histoire, Thibaut, on va la faire assez courte. Les événements, en gros, se situent chronologiquement juste après le tout premier Alien, et on suit un équipage emmené par l'actrice Kylie Spaney et son frère Android. Ils vont sur un vaisseau, ils découvrent l'existence menaçante de facehuggers et de xénomorphes. Voilà. Donc on nous refait un pur Alien. Tu as aimé, toi ? Jusqu'à un certain point, j'ai quand même eu une certaine déception devant ce film. Je trouve que ça n'a pas l'efficacité et la radicalité des premiers films d'Alvarez et notamment de son Evil Dead. La proposition de départ est très intéressante parce qu'on renoue justement avec cet aspect un peu social cracra du premier film. C'est-à-dire que dans le premier film, finalement, on suivait des espèces de routiers de l'espace et il y avait tout un propos social à ce niveau-là. Et là, on suit justement des personnages jeunes, c'est aussi assez inédit dans la franchise, qui sont justement
justement écrasé par cette compagnie Weyland-Yutani qui traverse la saga et qui essaye de s'extirper justement de ce quotidien très miséreux, voilà, où ils sont exploités finalement. Ils veulent quitter leur planète. Ils veulent quitter et trouver un avenir meilleur. Et cette proposition de là est intéressante au départ, mais en fait, plus le film avance, plus je trouve qu'il s'enferme dans une espèce de best-of de toute la franchise où on va vraiment aller citer du premier jusqu'au 4e, y compris les derniers films de Ridley Scott. Et finalement, plus le film avance, moins il a de choses nouvelles à proposer et moins il m'intéresse, moi, malheureusement. Et Patrick? Alors, moi, j'aime mieux ça que Covenant ou Prometheus qui se prennent la tête avec des concepts philosophiques. Là, on est vraiment dans un alien pur et dur. Voilà, ils se retrouvent dans un lieu et puis il y a les aliens qui sont là, puis il faut survivre et on court dans les couloirs, etc. Et tout. Moi, j'aime mieux cette efficacité-là que les derniers films de la saga qui étaient arrivés. Maintenant, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai quelques réserves par contre aussi, mais ça va plutôt dans ce sens-là au niveau de l'équilibre. Moi, il y a quelque chose qui est un peu difficile parfois, c'est la crédibilité de certaines situations. Ouais. Quand on s'extirpe d'une situation très compliquée, très dangereuse avec l'alien, puis qu'on revient sur ses pas pour un prétexte qui est quand même un peu léger, je trouve ça un peu ridicule. Mais il y a pas mal d'idées de mise en scène dans l'utilisation des techniquement, le film est super qui est quand même, plutôt bien, dire. qui est plutôt bien. Donc voilà, je trouve. Et puis il y a quelque chose d'assez ample au niveau du spectacle qui est offert aux spectateurs. Oui. Je pense que c'est vraiment une grosse production, très belle, très efficace. Donc ouais, moi je suis plutôt. Toi, t'es plutôt client. C'est vrai que t'es un peu dur, Thibaut, quand même. Enfin, excuse-moi de te le dire, hein, Thibaut. Ouais, moi j'ai quand même beaucoup. Je l'assume. J'ai quand même beaucoup aimé cette suite, même si elle ne réinvente pas la roue. Je trouve quand même qu'on offre un divertissement, comme le dit Patrick, de qualité. C'est très bien fichu. Je trouve que le rythme aussi est très efficace. Le casting est super. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, même si on peut regretter certaines choses qui fonctionnent quand même, il faut le dire, et qui marchent, et puis qui offrent le divertissement populaire. Et le suspense. Pour dire encore quelque chose de positif, je trouve qu'il y a une grande qualité au film, c'est son binôme de personnages principaux, qui est là pour le coup assez inédit, enfin, ou en tout cas on essaye de faire quelque chose de nouveau, c'est qu'on a une héroïne, alors qui peut faire penser à Ripley, mais qui s'en écarte quand même un peu, et surtout son frère adoptif, qui est un androïde, parce qu'on a toujours un androïde dans les personnages de chaque film. Et là, David Johnson, je crois, le comédien peut-être, je crois, oui. Voilà. Mais en tout cas, l'approche de ce personnage-là est assez touchante, parce que c'est un androïde dysfonctionnel, donc c'est comme si on avait finalement quelqu'un qui avait un handicap, et du coup le personnage est assez touchant, et leur relation marche vraiment bien. Ça, et super. De ce point de vue-là, le film est assez réussi. Vraiment un joli point fort. Et puis les bébêtes sont là, quoi. Voilà, il y en a ça pas y mal. va, c'est quand même un peu effrayant par moment. Il y a une utilisation à un moment peu du gore. sang des aliens qui est acide, hein, comme on le sait, que je trouve plutôt cool aussi. Oui, donc, il y a une belle idée avec la gravité. Avec le niveau mise en scène, gravité et compagnie et tout. Non, voilà. donc je crois qu'on y va, Patrick. Oui, ça se laisse voir. C'est très... Non, un peu plus, je suis un peu dur. Non, allons-y. Allons-y. Et Thibaut Oui, moi j'en attendais plus de Alvarez, mais ça reste effectivement un divertissement très honnête qui va rien révolutionner en tant que tel, mais vu ce qu'on a connu dans la franchise, ça reste tout à fait honorable. Là, on passe un bon moment. Tout à fait. Bon, super. Merci mon cher Thibaut et merci Patrick. On va voir si on passe un bon moment devant ce film. Locage, je vous le disais, tourné à Gimel. Vous allez peut-être voir des images que vous reconnaissez dans la bande-annonce. C'est Le procès du chien. Un chat qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi. C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot. Bon écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté. Je te jure. Et tu gagnes. La seule limite à tes rêves. Mais il y en a pas. C'est toi. Mon petit garçon d'amour, qui fait du crotte-dedans. Bon d'accord, on y va. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi, personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordue. Et ce chien, il est méchant. Attention, Toupi. Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic. Oui. Oui, la bande-annonce, elle est super. T'as raison, Patrick. C'est vrai, ça me fait beaucoup rire aussi. On va voir ce que vaut le film, donc, qui est tourné chez nous, avec Laetitia Doche devant et derrière la caméra, mais aussi François Damiens et Jean-Pascal Zadi. On suit donc une avocate lausannoise qui se lance dans une cause perdue, défendre un chien condamné à mort pour avoir mordu plusieurs personnes. J'espère que ça t'arrivera pas à toi, Pogno, hein. Oh, elle est gentille. Bon, alors, Patrick, ça vaut quoi? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant dans la personnalité du film
et de Laetitia Doche qui est mis en scène parce que c'est sa première réalisation. Puis je pense qu'elle essaye vraiment de trouver une personnalité dans ce qu'elle fait, avec quelque chose qui est en même temps un peu loufoque, et puis en même temps, il y a une volonté de quand même dire des choses sur l'être humain, sur parfois le côté carré qu'on a dans nos relations, dans notre façon d'être. Après, au niveau de l'équilibre entre ces choses-là, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Je trouve que, voilà, on passe de l'humour qui est des fois même assez cracra à on sent une volonté de parler de quelque chose d'important, de sérieux, etc. Et je trouve que l'équilibre est parfois un peu particulier. Je trouve qu'il y a des scènes d'humour qui fonctionnent très bien, d'autres choses qui voudraient être drôles qui le sont moins. Donc voilà, un petit peu entre deux pour moi par rapport au film, quoi. Et Thibaut ? Ouais, moi je serais beaucoup plus négatif, sévère. Je trouve que, effectivement, j'ai l'impression que c'est un film qui se voudrait provoque, un peu trash, un peu absurde aussi, parce qu'on va traiter un chien comme un être humain. Non, t'as vu ? Oui, elle a vu le chien à la télé. Oui. Ah voilà, ok. Mais c'est pas toi qui as accusé Pelure, rassure-toi. Tu peux y aller. Mais non, voilà, il y a cette volonté de faire un film un peu rentre dedans, puis finalement, ça reste un peu à la Suisse, quoi, on a envie de dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste assez, c'est un peu poussif, je trouve. Ça tombe souvent à plat. Après, ça c'est subjectif, mais moi ça m'a jamais vraiment fait rire. Et puis, elle essaie de raconter un peu plein de choses en parallèle, de mélanger l'antispécisme avec le féminisme, avec plein de sujets thématiques comme ça. Et je trouve que ça se marie jamais vraiment, n'est-ce pas, Pogno ? Et voilà, du coup, moi je me suis un peu ennuyé devant ce film qui est pourtant pas très long, mais oui, qui dure 1h20. Non, je suis assez d'accord avec Thibaut. Moi aussi, j'ai trouvé ça très maladroit, puis pas très bien écrit. Je pense que l'agencement des différentes choses a besoin de s'affiner encore un peu. Voilà, après, il y a une vraie personnalité dans ce qui est proposé aussi. Voilà, c'est l'agencement de l'ensemble qui, à mon avis, demande encore un peu de travail, quoi. C'est dommage, on est un peu sévère alors que c'est un film local. Ça fait plaisir de voir les rues de Lausanne et de reconnaître certains lieux, mais sinon, bon... Bon, et ben voilà, on va parler peut-être, parce qu'il y a des séances spéciales chez nous, mais on va reparler de ça après dans l'agenda. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le procès du chien de Laetitia Doche, qui sort le 11 septembre. Dans l'actualité cinéma, eh bien, on va passer tout de suite à l'actu ciné, c'est parti. Voilà, l'actu ciné, c'est le retour, paraît-il, de Jurassic Park avec Scarlett Johansson. On va voir l'image tout de suite. Donc par le réalisateur de The Creator, Gareth Edwards. La sortie est prévue en 2025. On a juste cette photo pour l'instant. Thibaut, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour l'argent, évidemment, mais, parce que ça reste une franchise très lucrative. Non, alors moi, de base, j'étais un peu découragé avec Jurassic Park parce que je trouve que la dernière trilogie était quand même globalement très très mauvaise. Là, on peut avoir un petit espoir que l'équipe qui est derrière en fasse quelque chose d'intéressant, puisque tu l'as dit, c'est Gareth Edwards qui a effectivement réalisé The Creator, mais qui avait fait surtout le reboot de Godzilla, qui était vraiment très réussi dans sa manière de traiter en tout cas le monstre. Voilà, donc c'est un cinéaste qui sait, qui peut s'emparer de grosses créatures et qui a le sens du gigantisme, voilà, du jeu d'échelle. Donc à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Il y a aussi le scénariste David Koepp qui avait scénarisé les 2 premiers films, qui est lui aussi de retour. Donc peut-être qu'on peut retrouver quelque chose d'intéressant, on verra ce que ça donne. Patrick, on s'en fiche ou on s'en fiche ? Alors moi, Gareth Edwards, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je suis moins fan de Godzilla, mais pour moi, Rogue One, ça reste un des meilleurs Star Wars. Creator, c'était très intéressant, donc je suis très content de le retrouver. Est-ce que je suis très content de le retrouver dans Jurassic Park ? Ça, c'est la question. Franchement, on a vu des bons réalisateurs faire n'importe quoi avec Jurassic Park ou avec Star Wars. Sûr. Donc on verra bien, mais lui, il s'en est bien sorti, très bien sorti avec Star Wars. Donc à voir. C'est autant que ça soit lui, Réponse en 2025 donc. Et puis, notre deuxième news du mois, on voulait rendre un hommage à Alain Delon, l'acteur français décédé le 18 août dernier à l'âge de 88 ans. Et on voulait choisir un seul film. Si on devait choisir un film de sa filmographie, Patrick, ce serait lequel pour toi ? Alors moi, c'est Rocco et ses frères, qui est un de ses premiers films qu'il a vraiment révélé à l'international. C'est un film de Luchino Visconti qui date de 1960. C'est un film qui est un drame, un mélodrame familial, mais en même temps, ça s'inscrit dans le côté film social italien de l'époque.
Et puis, c'est aussi un film qui a un côté un petit peu nouvelle vague aussi. Ouais. Et puis, il est sublime dedans. Il y a des plans iconiques, dont ce fameux gros plan où il regarde la caméra. Enfin, voilà. Puis, c'est un film à redécouvrir, quoi. Ouais. Et pour Thibaut, qu'est-ce que tu retiendrais de Delon, toi ? Bon, moi, je vais tricher. Je vais citer 2 films, mais je vais citer les 2 films qu'il a tournés avec Henri Verneuil, qui est un grand cinéaste de cette époque-là, et dans lequel, en fait, il faisait face, dans le premier film, à Gabin. C'était Jean Gabin. Donc, c'était Mélodie en sous-sol. Et plus tard, il a retourné avec Verneuil Le Clan des Siciliens, où il était face à Gabin et Lino Ventura. Et moi, je retiens ça parce que c'était une gueule du cinéma français à la hauteur de Gabin et Ventura, même s'il était beaucoup plus jeune, avec un style un peu voyou et tout ça. Mais on voit dans ce film-là qu'il arrivait quand même à tenir la dragée haute face à des monstres de cinéma sacrés, comme ça. C'est ça. Et alors, on peut peut-être dire un mot, parce que Delon a essuyé énormément de critiques dans sa vie, et puis là, à sa mort, alors beaucoup disaient, bon, finalement, c'était pas un si bon acteur que ça, Delon. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Il était super beau. Déjà, bah oui. Ça, non, mais voilà. Mais il n'y a pas que ça, non ? Après, je pense pas qu'il y a que ça, parce que en plus, il a joué des rôles qui sont assez différents. Si on regarde un peu différents films, même par exemple dans Rocco, il joue sur une espèce d'innocence, d'angélisme, de choses qui est pas du tout ce qu'on va voir dans le Samouraï plus tard ou des choses comme ça chez Melville ou comme ça. Donc il a pas mal travaillé sur des facettes assez différentes quand même. Acteur ambigu, comédien ambigu, homme ambigu. Moi, c'est ça que j'aime chez lui en fait. Oui, il a joué à la fois des flics et des voyous, et en fait même jusque dans sa vie privée, il a aussi pas mal flirté avec des milieux assez douteux, et effectivement ça transparaissait dans ses incarnations à l'écran, c'est ce qui est intéressant. Et moi justement, le film que je retiens de Delon, je vais faire ultra classique les gars, mais ça reste le chef-d'œuvre intemporel pour moi, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, où pour moi c'est absolument le meilleur rôle de Delon déjà, et l'un des plus grands films de Jean-Pierre Melville qui aura inspiré du cinéma japonais jusqu'au cinéma américain avec Michael Mann et d'autres. Dans ce rôle de taiseux, c'est génial. Voilà. Voilà ce petit hommage à Alain Delon. Patrick, prends l'agenda, c'est parce parti. Que voilà l'agenda de Patrick. Bon, Patrick, tu m'as envoyé ton agenda, et puis alors on commence, paraît-il, avec une info où en fait on va donner des séances auxquelles on ne peut pas assister. Oui, mais c'est quoi ça. Ce bazar ? Oui, c'est ça en fait, parce que les cinémas Capitole à Nyon, ils sont actuellement fermés pour une rénovation de l'intérieur des 2 salles. Donc il y a changement de moquette, changement isolation phonique, changement des fauteuils bien entendu. Donc tout ça pour des toutes belles salles. Ça va durer jusqu'au 1er octobre et la réouverture est le mercredi 2 octobre. Mais je pense que c'est important quand même de prévenir les cinéphiles. Tout à fait. Le procès du chien, on en parlait, de Laetitia Doche. Eh bien, il y a 2 séances spéciales en sa présence dans notre région. Hein. Ouais, une séance avant-première dog-friendly, donc vous pouvez venir avec vos animaux canins. Je peux venir avec Pogno. Ouais. Super. C'est le dimanche 8 septembre à 20h. La séance a lieu à l'école atelier Shanju à Gimel. Mais attention, les billets sont à prendre d'ici là, donc ces jours qui viennent, au cinéma Rex à Aubonne. Il y a une autre séance en présence de la réalisatrice qui aura lieu cette fois au cinéma d'Aubonne. Ça sera le vendredi 13 à 20h30 et sans les chiens. Aussi. Oui, voilà. Parce que les chiens, alors si vous avez un chien, vous allez à Gimel, mais prenez un chien qui n'aboie pas les chiens à l'écran. Ça peut être rigolo. Parce que sinon, ça va faire une sacrée séance. Bon, très bien. C'est les reprises des séances de la Lanterne Magique sur la côte. Ouais, et puis même dans toute la Suisse, club de cinéma mythique, les séances de 6 à 12 ans pour les enfants qui vont découvrir le cinéma dans toute sa diversité. C'est des séances qui sont précédées d'une discussion entre les enfants et un animateur, mais aussi d'une petite scène de théâtre comme ça. Les premières projections lors desquelles vous pouvez abonner vos enfants auront lieu le 11 septembre à Aubonne, le 25 septembre à Morges et ça sera le 2 novembre à Nyon. Plus de renseignements sur lanterne-magique.org. Voilà. C'est super, allez-y. Et tout ça grâce à notre cher Thibaut qui travaille pour la Lanterne Magique, entre autres. Voilà, ça c'est dit. Une nouvelle édition du festival Regards en Transition va avoir lieu au cinéma Rex à Aubonne. Qu'est-ce que c'est que les Regards en Transition, Patrick ? Alors, c'est en collaboration avec la CFA et c'est le cinéma Rex qui organise 4 jours de projection autour des thèmes des énergies, de l'écologie, de la transition. C'est des séances pour tous les publics qui sont suivies de discussions en présence d'invités et ou des protagonistes réalisateurs qui sont parfois de la région
En plus, il y a des apéritifs qui sont offerts, il y a la présence d'un bus solaire et de son équipe. C'est vraiment un événement qui est sympa à ne pas manquer, puis qui nous pose des questions par rapport à l'avenir. C'est blablabla, c'est du 26 au 29 septembre au Rex à Aubonne. Mais alors Patrick, on parle de transition, c'est pas la même transition qu'Emilia Pérez. Mais non, mais bien sûr que non. Bon, très bien. Et la première séance du cycle Vision du réel on tour, ce sera au Cinéma Capitole à Nyon. Qui aura donc réouvert. Mais voilà, oui. Ça sera le lundi 7 octobre à 20h30 et ça sera le documentaire de Mati Diop qui s'appelle Dahomey qui sera projeté. C'est rien de moins que l'Ours d'Or du Festival de Berlin cette année. Ça suit le rapatriement d'œuvres qui ont été volées au Dahomey qui est maintenant le Bénin puis qui sont rapatriées maintenant. Ça sera le 7 octobre, on a dit, et ça sera précédé d'une présentation, comme toujours les séances Vision du réel on tour. Eh ben merci beaucoup Patrick. Voilà, tu peux ranger tes petites fiches. Je range ma fiche. Super. Eh ben merci. Et voici vos coups de cœur, messieurs. Du coup, elle est crevée. Voilà, donc le coup de cœur de Pogno, c'est Le procès du chien. Voilà. Et le coup de cœur de Thibaut, c'est Tatami, de Zahar Amir Ebrahimi, pardonnez-moi cette prononciation, et de Guy Native, film iranien, qui est déjà en salle. Et tu vas nous dire, Kourézi, mais pourquoi ? Parce que déjà c'est un film assez historique, parce que c'est le premier film réalisé par un duo de cinéastes iraniens et israéliens. Donc d'un côté, Guy Native, c'est le cinéaste qui a réalisé récemment le biopic sur Golda Meir, et de son côté, Zahar Amir Ebrahimi, c'est une actrice iranienne à la base qui a fui elle-même l'Iran. Elle avait reçu le prix d'interprétation féminine pour Les Nuits de Mashhad il y a 2 ans maintenant. Et en fait, elle co-réalise le film avec Guy Native, et ils racontent ensemble l'histoire d'une judoka qui participe au championnat du monde. Zahar Amir Ebrahimi joue aussi le rôle de sa coach dans le film. Et cette judoka est bien partie pour remporter la médaille d'or. C'est une judoka iranienne, je ne sais pas si je l'ai précisé. Oui. Et ce serait la première médaille d'or qu'elle rapporterait à son pays, l'Iran. Sauf que ça impliquera visiblement dans le championnat de se retrouver face à l'athlète israélienne. Et là, le régime des mollahs refuse catégoriquement qu'une athlète iranienne se retrouve face à une athlète israélienne. Et donc, on va lui intimer de se retirer de la compétition, ce qu'elle va refuser. Et donc, elle-même et sa coach vont devoir faire face à une succession de pressions, voire de menaces. Et voilà, ça va devenir de plus en plus tendu. Donc, on a à la fois un film sportif, un thriller politique, très engagé, très tendu, et donc à voir absolument. Et donc, en noir et blanc, on le voit sur les images. En noir et blanc, filmé en format 4/3 aussi. Donc, visuellement, c'est aussi intéressant. Oui, tout à fait. Ça participe un peu à l'enfermement aussi, ce cadre serré, et au sentiment d'oppression qu'on a dans le film. Donc, c'est vraiment une expérience assez intense. Et on reste en Iran avec toi, Patrick. Alors, tu nous avais parlé de ce film. Tu l'attendais beaucoup quand il était présenté à Cannes. Ça y est, tu l'as vu et tu l'adores. C'est Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov, prix spécial du jury à Cannes, multi-récompensé en festival. Il a aussi le prix de la presse internationale, le prix œcuménique à Cannes. Il a eu plusieurs prix. Et il était à Locarno aussi cet été. Alors, il n'est pas encore en salle. Il sort le 18 septembre. Il y a des avant-premières aussi partout en Suisse. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Alors, en fait, Mohammad Rasoulov, il avait déjà eu des prix dans d'autres festivals prestigieux, dont un Ours d'Or à Berlin pour There is no evil il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et là, en fait, il faut savoir qu'il a dû quitter son pays aussi, suite à ce film-là. Et ça nous raconte en fait l'histoire d'une famille à Téhéran pendant les révoltes d'étudiants suite à la mort de Mahsa Amini. Il y a eu des mouvements de protestation avec les cheveux coupés, ce genre de choses et tout. Et en fait, on est dans une famille où le père va être nommé comme juge dans une cour iranienne, en fait. Et être juge, ça veut plutôt dire faire en sorte que les gens soient condamnés le plus vite possible, plutôt que lire les dossiers et ce genre de choses-là. Et ce poste va devenir très important pour lui. Et parallèlement, sa fille est étudiante, donc elle est confrontée, via aussi une amie, à ces révoltes d'étudiants avec un autre point de vue. Et en fait, le film se passe, entre autres, beaucoup dans l'appartement. Et il y a une mère au milieu qui essaye de gérer un petit peu les choses et de trouver comment continuer à faire fonctionner la famille. Et il y a un suspense incroyable. Il y a bien entendu beaucoup de choses à dire au niveau politique. Il y a des images des révoltes qui ont été prises au moment, qui sont tout à fait inédites. Il y a une qualité de réalisation qui est époustouflante et puis une tension qui naît au fil du film qui est incroyable. Je voudrais aussi juste parler de l'actrice qui joue la mère dans le film, qui à mon avis aurait mérité un prix d'interprétation à Cannes également.
qui est absolument exceptionnel. Donc c'est un film à la fois, de nouveau, engagé, politique, important car historique, mais traité d'une manière très artistique, presque métaphorique parfois dans la façon de raconter les choses. Donc c'est vraiment un grand film d'un très grand cinéaste. Un grand coup de cœur donc pour Patrick. Ouais. Et puis moi, mon conseil, si vous avez eu assez de films au cinéma, parce que là on vous en a conseillé quelques-uns, vous pouvez regarder chez vous Un prophète de Jacques Audiard. Oui, on a parlé de Jacques Audiard avec Emilia Pérez. Moi, en fait, j'ai découvert ce film qui avait marqué les esprits, qui avait reçu le Grand Prix à Cannes en 2009, avec Tahar Rahim et Niels Arestrup. C'est un peu le parrain en milieu carcéral français avec un jeune arabe qui est pris aux mains d'un gang de Corse, donc à l'intérieur des prisons françaises. C'est un film qui est passionnant, qui est tendu, qui est ultra politique aussi, forcément, mais surtout raconté, je trouve, d'une manière hyper intense avec Tahar Rahim, qui est juste génial. Donc, Un prophète de Jacques Audiard, si comme moi, vous ne l'avez jamais vu, maintenant, pour moi, c'est fait. Et bien, pour vous aussi, je l'espère. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Alors, je vais aller dans le désordre maintenant. Merci Thibaut. Merci Alexandre. Merci Patrick. Mais merci à vous. Et merci Pogno. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission cinéma. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord ou non avec nos cinéphiles. Et puis, on se retrouve, nous, le mois prochain, le premier vendredi du mois d'octobre. Paraît-il qu'il y a le nouveau Joker qui est très attendu, qui sort et qui sera, on l'espère, au menu de cette émission. Voilà, c'est tout pour Cinéma. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV et bon week-end.